Ok, on va reprendre. Alors, initialement, je souhaitais faire en sorte que la partie sur déracinement et nation soit une partie qui se fasse d'une traite. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup trop vaste. Un sujet en fait beaucoup trop important. C'est très simple, hein. À partir du moment où on atteint déracinement et nation, il n'y a pas d'autres parties. Il n'y a pas d'autres sous-parties. Donc tout le reste du texte, plus d'une centaine de pages, quasiment 200 pages, c'est censé être sur le sujet du déracinement et la nation. Cela dit, Veil, en fait, va, au fur et à mesure de l'écriture, s'éloigner du sujet initial, qui est le rapport entre déracinement et nation. Cela étant dit, il n'empêche qu'une grande partie de ce texte-là aborde réellement cette notion. Et je vais pas pouvoir faire ça d'une traite. C'est pas possible. C'est trop ambitieux. Ce n'est pas quelque chose même en fait qui serait digeste, tout simplement, à l'écoute. Donc on va couper ça en deux sous-parties. Une première, qui sera le présentement du rapport entre déracinement et nation, et ce qu'elle en conclut, et en fait on va le venir, mais sur la notion d'État. Comment l'État est perçu par Veil. D'un point de vue historique, on va faire un historique de la France vu par Veil, et les conséquences qu'elle voit, qu'elle aperçoit, qu'elle obtient à propos de l'État. Et du rapport entre État et déracinement, bien sûr. Et puis après, on va voir dans une deuxième sous-partie comment mettre en place pour Veil un nouveau type de patriotisme. Voilà, parce on a pu parler de la spiritualité du travail comme solution au déracinement ouvrier et paysan, et le rapport à la grandeur. Rapport à la grandeur. Et ça, en fait, on va y revenir dans ce rapport déracinement et nation, mais on va y revenir par justement la notion de patriotisme. Mais ça, du coup, ce sera dans un deuxième temps. Donc là, premier temps, on va d'abord s'attarder au déracinement géographique. Car, pour Veil, une dernière forme du déracinement, c'est le déracinement géographique, terrestre, où, pour Veil, auparavant, il y avait des collectivités terrestres de l'ordre de la région, du village, de la ville, ou même au-delà de la nation, c'est-à-dire des ensembles internationaux qui regroupaient plusieurs nations. Elle va par exemple citer la chrétienté. Et en fait, ce qu'elle constate, c'est que à l'époque actuelle, toutes ces collectivités, plus petites ou plus grandes que la nation, n'existent plus. Que la seule collectivité enracinée à l'ordre du jour, c'est la nation. Et que la nation ne s'exprime que sous une seule et unique forme, l'État. Ainsi, l'État est l'unique collectif existant. Au-delà, déjà, de collectifs autres d'un point de vue terrestre et géographique, mais même au-delà d'autres collectivités comme la famille ou le milieu professionnel, comme processus d'enracinement, je le rappelle, c'est-à-dire que Veil constate tout à fait qu'il existe une famille, un milieu professionnel, des syndicats, mais pour elle, ce ne sont pas du tout, ce ne sont plus des collectifs qui enracinent, ce ne sont plus des racines. Alors, je vais un peu expliciter son propos en la lisant. Première chose, sur le déracinement géographique. C'est le déracinement qu'on pourrait nommer géographique, c'est-à-dire par rapport aux collectivités qui correspondent à des territoires. Le sens même de ces collectivités a presque disparu, excepté pour une seule, pour la nation. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, certaines plus petites, toutes petites parfois, villes
ou ensemble de villages, provinces, régions, certaines englobant plusieurs nations, certaines englobant plusieurs morceaux de nations. La nation seule s'est substituée à tout cela. La nation, c'est-à-dire l'État, car on ne peut pas trouver d'autre définition au mot nation que l'ensemble des territoires reconnaissant l'autorité d'un même État. On peut dire qu'à notre époque, l'argent et l'État avaient remplacé tous les autres attachements. Donc déjà, il y a cette idée que je note ici, l'État comme déracinateur, comme l'argent. Ok. En ce sens, on peut dire que c'est la seule collectivité, la nation, qui existe dans l'univers actuel. Donc collectivité dans le sens qui présente une liaison entre le passé et l'avenir. Ok? Notez bien. Et donc nation en tant qu'État, uniquement en tant qu'État. On verra que pour Weil, il y avait l'idée d'un autre type de nation dans son historique. La famille n'existe pas. Ce qu'on appelle aujourd'hui de ce nom, c'est un groupe minuscule d'êtres humains autour de chacun, père et mère, mari ou femme, enfants, frères et sœurs déjà un peu loin. Mais personne aujourd'hui ne pense à ceux de ses aïeux qui sont morts 50 ans avant, ou fût-ce 20 ans, ou 10 ans avant sa naissance, ni à ceux de ses descendants qui naîtront 50 ans, ou fût-ce 20 ou 10 ans après sa mort. Ok. Donc, la famille ne remplit plus son rôle de collectif qui fait le lien entre passé, présent et avenir. Il n'y a plus qu'un petit cercle de personnes, d'individus, mais le rapport aux ancêtres, aux aïeux et aux descendants, qui ne sont pas encore ici, n'existe plus. De même, la profession ne compte pas non plus. La corporation était un lien entre les morts, les vivants et les hommes non encore nés dans le cadre d'un certain travail. Il n'y a rien aujourd'hui qui soit si peu que ce soit orienté vers une telle fonction. Le syndicalisme français vers 1900 a peut-être eu quelques velléités en ce sens, vite effacées. Ok, donc famille, profession, c'est fini. De même, pour la ville, la contrée, la province, le village, la région, toutes les unités géographiques plus petites que la nation ont presque cessé de compter. Celles qui englobent plusieurs nations, plusieurs morceaux de nations aussi. Quand on disait par exemple il y a quelques siècles la chrétienté, cela avait une toute autre résonance affective qu'aujourd'hui l'Europe. Le constat est sans appel pour Weil. En somme, le bien le plus précieux de l'homme dans l'ordre temporel, donc le lien, la continuité dans le temps, le lien entre passé et futur, par-delà les limites de l'existence humaine, donc par-delà le présent, dans les deux sens, passé et futur, ce bien a été entièrement remis en dépôt à l'État. Ok. Et donc, je le rappelle, État égale nation. Et pourtant, et là, on est face à une réflexion qui est très intéressante, très importante, et pourtant, c'est précisément dans cette période où la nation subsiste seule que nous avons assisté à la décomposition instantanée, vertigineuse de la nation. Donc, pour Weil, il ne reste plus que l'État-nation, comme collectif faisant le lien entre passé et avenir. Tous les autres ont disparu. Et alors que c'est l'unique collectif restant, on a assisté, on entend évidemment parler de la défaite française pendant la Seconde Guerre mondiale, une défaite qui n'a laissé plus rien finalement. Alors qu'il ne restait plus que l'État-nation, on l'a abandonné. Il ne restait plus que la patrie, et pour citer Weil, c'est un peuple qui a ouvert la main, le peuple français, et qui a laissé la patrie tomber par terre. Pour Weil, il y a même cette idée qu'en fait, on n'a même pas défendu la nation. On l'a laissé tomber par terre. On a ouvert la main. Alors, bien sûr, Weil va nous dire ensuite que, bon, là où elle écrit ces lignes, c'est-à-dire en 42-43, le sentiment national est revenu. Il est revenu par l'absence de la patrie. Et donc, cette fois-ci, on remeurt à nouveau pour la patrie, mais plus en tant que présence, en tant qu'absence, en tant que désir de la retrouver. Mais on note bien que quand elle était présente, les Français l'ont abandonnée. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'État-nation, en tant que présence, s'est révélé finalement extrêmement difficile à protéger, alors qu'il ne restait pourtant plus que cela, il n'y avait que cela de prioritaire. Et donc ça amène à une première chose, c'est que pour Weil, il faut penser la patrie.
pour la première fois. Car avant cela, on n'avait nullement pensé. Non pas la pensée à nouveau, elle parle de la patrie, la pensée pour la première fois. Car sauf erreur, elle n'a jamais été pensée. N'est-ce pas singulier pour une notion qui a joué et qui joue un tel rôle? Cela fait voir quelle place la pensée tient en réalité parmi nous. Ok. Et donc, comment penser la patrie? Eh bien, pour cela, Weil va nous faire un historique de la notion de patrie, nation, au sein de la France, au sein de l'histoire de la France. Déjà parce que pour Weil, c'est évidemment une notion nouvelle, la notion de patrie. Elle date de 1789. Elle date cela à la Révolution française. C'est-à-dire qu'auparavant, elle considère que le monde féodal ne conscientisait pas cette notion-là, malgré la présence d'un possible patriotisme, mais qui du coup pouvait s'exprimer déjà auprès des régions, des plus petites collectivités, d'autres types de territoires, etc., plus grands ou plus petits, et donc qui n'étaient pas assimilés seulement à la nation, c'est-à-dire à la France. Ok. Et donc, elle va du coup noter la mise en place de l'évolution de la notion de nation et, avec cette notion-là, la notion d'État. Comment est-ce que on est passé de ce déracinement complet de toutes les autres collectivités pour qu'il ne en reste plus qu'une seule? Eh bien, cet historique, on va le faire un peu. On va accompagner Weil dans cet historique et il ne va pas être très simple. Il ne va pas être très simple parce je vais vous montrer le plan. Il y a d'abord un premier plan qui est le fait qu'à un moment T donné, dans l'histoire de France, il y a la mise en place d'une haine du roi. Puis ensuite, la mise en place d'une notion de nation en tant que présent et à venir, mais qui détruit le passé. Mise en place à la Révolution. Et puis un troisième stade où il ne reste plus que l'État au sein de l'Empire et de la République, en l'occurrence la troisième. Et les conséquences que ça va devenir ensuite. Et à partir de là, on s'arrêtera là, pour cette première sous-partie de la dernière partie. Ok, commençons. Alors, par rapport à la haine du roi, qui trouvons-nous? Que trouvons-nous? Un premier obstacle était qu'après Charles V, la France, si on veut employer le vocabulaire de Montesquieu, a cessé d'être une monarchie pour tomber dans l'état de despotisme dont elle n'est sortie qu'au XVIIIe siècle. Nous trouvons aujourd'hui tellement naturel de payer des impôts à l'État que nous n'imaginons pas au milieu de quel bouleversement moral cette coutume s'est établie. Au XIVe siècle, le paiement des impôts, excepté les contributions exceptionnelles consenties pour la guerre, était regardé comme un déshonneur, une honte, réservé aux pays conquis, le signe visible de l'esclavage. On trouve même le même sentiment exprimé dans le romancero espagnol et aussi dans Shakespeare. Cette terre a fait une honteuse conquête d'elle-même. Charles VI, enfant, aidé de ses oncles par l'usage de la corruption et d'une atroce cruauté, a brutalement contraint le peuple de France à accepter un impôt absolument arbitraire, renouvelable à volonté, qui affamait littéralement les pauvres et était gaspillé par les seigneurs. C'est pourquoi les Anglais de Henri V furent d'abord accueillis comme des libérateurs, à un moment où les Armagnacs étaient le parti des riches et les Bourguignons celui des pauvres. Le peuple français, courbé brutalement et d'un coup, n'eut plus ensuite jusqu'au XVIIIe siècle que des secousses d'indépendance. Pendant toute cette période, il fut regardé par les autres Européens comme le peuple esclave par excellence, le peuple qui était à la merci de son souverain comme un bétail. Ok, donc là, pour Weil, il y a un placement temporel important. On passe d'une monarchie à un népotisme, à un despotisme à partir de Charles V, qui ne s'arrêtera qu'au XVIIIe siècle avec la Révolution française. Et cela va mettre en place une haine profonde pour le roi. Cette haine atteignit son degré d'expression le plus intense à la fin du règne de Louis XIV. Ayant été comprimée par une terreur d'intensité égale, elle explosa, selon la coutume déconcertante de l'histoire, avec 80 années de retard. Ce fut ce pauvre Louis XVI qui reçut le coup. Ok. Donc ici, pour Weil, il y a un moment donné historique où le roi a accumulé une haine envers lui. Et ce qui va être intéressant, c'est que pour Weil, c'est dans la même période que l'État
va commencer à se former concrètement, en particulier avec la figure de Louis XIV qui va se révéler être l'incarnation de l'État français. Ok, mais cette haine pour le roi et le royaume de France ne s'explique pas que par cette haine du roi, cette haine de la tyrannie, du despotisme. Il y a une autre source de poison dans l'amour des Français pour le royaume de France, est le fait qu'à chaque époque, parmi les territoires placés sous l'obéissance du roi de France, certains se sentaient des pays conquis et étaient traités comme tels. Ok, deuxième source de haine. On a eu la tyrannie. La deuxième, c'est qu'en fait, le territoire qui se trouve être sous le royaume de France est un territoire en partie conquis. Il y a eu conquête, et rappelons-nous ce que nous disait Veil sur la conquête. C'était pour elle une source de déracinement terrible. Et en fait, ce que va nous dire Veil, c'est qu'une grande partie des territoires du royaume de France se sont retrouvés déracinés. Alors, elle va mentionner la croisade contre les Albigeois au début du XIIIe siècle, dans le sud de la Loire, qu'elle va juger être un processus de déracinement. Elle va nous parler du comté de Bourgogne, de la Bretagne, de la Franche-Comté, etc., qui ont vécu, ou aussi de la Corse. Et pointant autant le fait que ce sont des régions qui ont été déracinées et qui sont même devenues par leur état de déraciné, des déracinateurs futurs. Comme par exemple les Corses. Ils ont aussi beaucoup... Ils traitaient à leur tour les Français comme une population plus ou moins conquise. Ils ont aussi beaucoup contribué à donner à la France, auprès de beaucoup d'indigènes des colonies, une réputation de brutalité et de cruauté. Je vais citer une phrase un peu avant pour recontextualiser. La Corse est un exemple du danger de contagion impliqué par le déracinement. Après avoir conquis, colonisé, corrompu et pourri les gens de cette île, nous les avons subis sous forme de préfets, de police, de policiers, adjudants, pions et hautes fonctions de cette espèce, à la faveur desquels ils traitaient à leur tour les Français comme une population plus ou moins conquise. Et donc là, on voit, par l'exemple corse, quelque chose que Veil exprimait auparavant, c'est que ceux qui ont été déracinés déracinent à leur tour. Bon. Ok. Donc, voilà, on a un territoire conquis, qui a subi la conquête, enfin plusieurs d'ailleurs, qui se révèlent déracinés, une tyrannie envers le roi, et tout cela s'accumule, et ça va nous donner la Révolution. La Révolution, elle va réaliser quelque chose de très important. La Révolution a fondu les populations soumises à la couronne de France en une masse unique, et cela par l'ivresse de la souveraineté nationale. Ceux qui avaient été français de force le devinrent par libre consentement, beaucoup de ceux qui ne l'étaient pas souhaitaient le devenir. Car être français, dès ce moment, c'était être la nation souveraine. Si tous les peuples étaient devenus souverains partout comme on l'espérait, la France ne pouvait perdre la gloire d'avoir commencé. D'ailleurs, les frontières n'avaient plus d'importance, les étrangers étaient seulement ceux qui demeuraient esclaves des tyrans. Les étrangers d'âme vraiment républicaine étaient volontiers admis comme français à titre honorifique. Et voilà, et donc ça nous amène à la fait que la Révolution fonde toutes ces populations conquises en une seule masse, la nation française. Le problème, c'est qu'il y a un paradoxe dans ce patriotisme. Il est fondé non sur l'amour du passé, mais sur la rupture la plus violente avec le passé du pays. Malgré le fait que pour Veil, la Révolution avait un passé dans la patrie, dans l'émancipation des serfs, la liberté des villes, les luttes sociales, les révoltes du XIVe siècle, le début du mouvement des Bourguignons, la Fronde, ou chez des écrivains comme Daubigné, Théophile de Viau, Retz. Seulement, l'influence des encyclopédistes, tous intellectuels déracinés, tous obsédés par l'idée de progrès, empêcha qu'on fît aucun effort pour évoquer une tradition révolutionnaire. D'ailleurs, la longue terreur du règne de Louis XIV faisait un espace vide, difficile à franchir. C'est à cause d'elle que, malgré les efforts de Montesquieu, en sens contraire, le courant de libération du XVIIIe siècle se trouva sans racines historiques. 1789
fut vraiment une rupture. Le sentiment qu'on nommait alors patriotisme avait pour objet uniquement le présent et l'avenir. Et oui, on se retrouve donc dans une situation où la nation, comme tradition révolutionnaire, est en rupture avec le passé, en discontinuité avec elle, avec lui, et qu'il ne reste plus qu'un présent et un avenir qui consiste à se fondre dans l'identité nationale, dans le fait de devenir français. Or, ceux qui étaient attachés au passé de la France, leur attachement prit la forme de fidélité personnelle et dynastique au roi. Ils n'éprouvèrent aucune gêne à chercher un secours dans les armes des rois étrangers. Ce n'étaient pas des traites. Ils demeuraient fidèles à ce qu'ils croyaient devoir de la fidélité, exactement comme les hommes qui firent mourir Louis XVI. Ainsi, pour Weil, le conflit entre révolutionnaires et monarchistes est en fait, quelque part, un faux conflit. Et plus dû au fait que la révolution, étant en rupture avec le passé, ne donne qu'un présent et un avenir, tandis que la monarchie passée, elle, ne peut plus produire de présent et d'avenir, ayant été coupée, et n'est plus qu'un attachement au passé. Mais quelque part, derrière tout cela, il y a en fait encore un patriotisme, une forme de fidélité et d'amour pour la France, la patrie, la nation. Mais à la limite, on aurait pu se dire, bon, on s'arrête à ce statut-là. Sauf que non, quelque part derrière la nation se trouve surtout l'État. Et l'État va se révéler être le vrai vainqueur. Les seuls à cette époque qui furent patriotes au sens que le mot a pris plus tard, ce sont ceux qui sont apparus aux yeux des contemporains et de la postérité comme les architraîtres, les gens comme Talleyrand, qui ont servi non pas, comme on l'a dit, tous les régimes, mais la France derrière tous les régimes. Mais pour eux, la France n'était ni la nation souveraine, ni le roi, c'était l'État français. La suite des événements leur a donné raison. Car quand l'illusion de la souveraineté nationale apparut manifestement comme une illusion, elle ne put plus servir d'objet au patriotisme. D'autre part, la royauté était comme ces plantes coupées qu'on ne replante plus. Le patriotisme devait changer de signification et s'orienter vers l'État. Mais dès lors, il cessait d'être populaire. Car l'État n'était pas une création de 1789, il datait du début du XVIIe siècle et avait part à la haine vouée par le peuple à la royauté. Et voilà. La nation, comme finalement promesse de présent et d'avenir, disparaît comme une illusion, ne laissant plus que l'État. L'État qui s'est fondé, qui s'est formé, qui a trouvé naissance dans la fin de la royauté. Ok. Et donc, ça nous amène à un État français qui va persister autant au sein de l'Empire que dans la Troisième République. Et là, on va entrer dans le propos de Weil sur l'État. Ok. Quel est le problème? Quel est le problème qu'a Weil avec l'État? Eh bien, déjà, c'est que pour Weil, l'État est une chose froide qui ne peut pas être aimée, mais il tue et abolit tout ce qui pourrait l'être. Ainsi, on est forcé de l'aimer parce qu'il n'y a que lui. Tel est le supplice moral de nos contemporains. Sauf erreur, pour la notion d'État comme objet de fidélité est apparue pour la première fois en France et en Europe avec Richelieu. Donc pour Weil, Richelieu va être le penseur de l'État, le premier penseur de l'État. Qu'est-ce qu'elle nous dit de Richelieu? Avant lui, on pouvait parler... Alors, lui le premier adopta le principe que quiconque exerce une fonction publique doit sa fidélité tout entière dans l'exercice de cette fonction, non pas au public, non pas au roi, mais à l'État et à rien d'autre. Il serait difficile de définir l'État d'une manière rigoureuse, mais il n'est malheureusement pas possible de douter que ce mot ne désigne une réalité. Richelieu, qui avait la clarté d'intelligence si fréquente à cette époque, a défini en termes lumineux cette différence entre morale et politique autour de laquelle on a semé depuis tant de confusion. Il a dit à peu près, on doit se garder d'appliquer les mêmes règles au salut de l'État qu'à celui de l'âme, car le salut des âmes s'opère dans l'autre monde au lieu que celui des États ne s'opère que dans celui-ci. Cela est cruellement vrai. Un chrétien ne devrait pouvoir en tirer qu'une seule conclusion, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on doit au salut de l'âme, c'est-à-dire à Dieu, une fidélité totale, absolue, inconditionnée, la cause du salut de l'État est de celle auquel on doit une fidélité limitée et conditionnelle.
Mais bien que Richelieu crût être chrétien, et sans doute sincèrement, sa conclusion était tout autre. Elle était que l'homme responsable du salut de l'État et ses subordonnés doivent employer à cette fin tous les moyens efficaces, sans aucune exception, et en y sacrifiant au besoin leur propre personne, leur souverain, le peuple, les pays étrangers et toute espèce d'obligation. Je vais continuer, c'est un peu long, mais je vais continuer. Ce cardinal, en posant comme un absolu une chose dont toute la réalité réside ici-bas, commettait le crime d'idolâtrie. L'objet du véritable crime d'idolâtrie est toujours quelque chose d'analogue à l'État. C'est ce crime que le diable a proposé au Christ en lui offrant les royaumes de ce monde. Le Christ a refusé, Richelieu a accepté. Il a eu sa récompense. Mais il a toujours cru n'agir que par dévouement, et en un sens c'était vrai. Son dévouement à l'État a déraciné la France. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Bon, déjà que, première chose, le salut de l'État se trouve ici-bas, et non pas dans l'autre monde, comme par rapport à l'âme. Or, pour Richelieu, du coup, ça sous-entend que si le salut de l'État ne se fait qu'ici-bas, alors il faut employer tous les moyens possibles pour pouvoir le sauver. Et que donc la fidélité à l'État doit être illimitée pour Richelieu. Pour Veil, c'est une idolâtrie. C'est un péché d'idolâtrie que commet Richelieu, une idolâtrie de l'État. Car, à l'inverse, pour Simone, c'est une fidélité illimitée qui doit être réservée à Dieu. Et quant à l'État, en tant que chose finie, en tant que chose d'ici-bas, elle se doit d'être limitée, cette fidélité, conditionnée, subordonnée. Et c'est ce qu'elle énonce, entre autres, avec justement cette tentation du diable auprès du Christ sur les royaumes, sur les merveilles de ce monde. Ok. Une conséquence de tout ça, c'est le fait que pour Veil, cela amène à son époque, une adoration du chef. À ce sujet-là, je vais me permettre de conclure là-dessus. Elle nous dit quelque chose qui, je trouve, est étonnamment encore actuel. Ce phénomène, celui d'adorer les... Alors non, je vais lire un peu plus tôt. Un peu plus tôt. C'est peut-être la vraie cause de ce phénomène du chef qui a surgi partout aujourd'hui et surprend tant de gens. Actuellement, dans tous les pays, dans toutes les causes, il y a un homme vers qui vont les fidélités à titre personnel. La nécessité d'embrasser le froid métallique de l'État a rendu les gens, par contraste, affamés d'aimer quelque chose qui soit fait de chair et de sang. Ce phénomène n'est pas près de prendre fin. Et si désastreuse qu'aient été jusqu'ici ses conséquences, il peut nous réserver encore des surprises très pénibles. Car l'art, bien connu à Hollywood, de fabriquer des vedettes avec n'importe quel matériel humain, permet à n'importe qui de s'offrir à l'adoration des masses. Ok, intéressant. Le fait que l'État soit l'unique collectif restant, et que pour Veil il soit chose froide, chose qui ne fait en fait que blesser, que faire du mal, cela amène à ce que les populations cherchent la chair et le sang, la chaleur humaine, dans l'adoration d'un chef. Et il est amusant qu'elle mentionne Hollywood, qu'elle mentionne le fait que n'importe qui pourrait devenir le sujet de l'adoration des masses. On pourrait même penser aujourd'hui du coup aux influenceurs, pour montrer quelque part que, là encore, ce processus est en actualité, est encore en cours, voire même a atteint peut-être un état, peut-être l'état le plus bas, encore que. Peut-être qu'il peut continuer à nous surprendre. Donc, fin de cette première sous-partie sur l'État, la nation, l'état actuel en fait de la patrie, comme collectif, comme racine, et le fait qu'il n'y ait plus rien d'autre que cela, et qu'en plus, le sujet de cet enracinement est pour Veil en fait quelque chose d'absolument au mieux limité, voire même que on en a fait en fait l'objet d'une idolâtrie qui va bien plus loin, qui va bien trop loin. Après avoir vu donc son historique du processus de la naissance de la nation et de l'État. Ok. Vient maintenant, alors une deuxième sous-partie, et ça, ce sera du coup le sujet de la vidéo suivante. Mais on y verra comment le patriotisme actuel est vu par Veil et comment elle souhaite le réformer.